tous, vous regardez i24 News. Merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous avec le sport, une émission 100% football aujourd'hui avec vous, Michel Benguigui, ancien président des agents de joueurs. Bonjour, merci d'être avec moi. Aujourd'hui, tout au long de cette émission, nous allons revenir avec vous sur les matchs qualificatifs de l'Euro. Allez, c'est parti, restez avec nous. Je vous le disais donc en introduction, beaucoup de football aujourd'hui. Nous sommes en plein cœur des matchs de qualification pour l'Euro 2016. Regardez donc les résultats du groupe C. Après son étrange défaite contre la Slovaquie, l'Espagne se ressaisit. Et bien facilement, le Luxembourg 4-0 a noté le troisième but en 4 sélections de Paco Alcácer et la première réalisation de Diego Costa sous les couleurs espagnoles. Dans les autres rencontres, l'Ukraine s'impose 1-0 sur la Macédoine et la Slovéquie continue son parcours sans faute et bat la Biélorussie 3-1. Alors Michel, que se passe-t-il en Espagne? Il y a pourtant beaucoup de talent et puis rien ne se passe. À votre avis, c'est quoi le problème? Le problème, je pense que c'est la décompression après avoir passé pendant 12 ans être à la tête du football mondial quasiment. Avec un entraîneur hors du commun, Vicente Del Bosque, qui est un type extraordinaire. D'ailleurs, la Fédération de football espagnole l'a conservé malgré l'élimination au premier tour. Et là, ce sont les mêmes retombées. Donc, contre le Luxembourg, 4-0, c'est un petit score. Il y a beaucoup de petites équipes. D'autant que les joueurs luxembourgeois sont des joueurs amateurs. Oui, ils sont tous amateurs. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout, habituellement, il y a une tradition chez les Luxembourgeois, c'est qu'il y a toujours un très grand joueur. Ça fait bien de nombreuses années qu'il n'y a plus de très grands joueurs comme Robbie Langers. Voilà, donc moi je suis quand même confiant pour l'Espagne parce que à petite dose, Vicente Del Bosque amène des joueurs. Vous avez parlé d'Alcácer qui est un excellent joueur. Diego Costa qui a marqué son premier but, je pense qu'ils sont partis pour être qualifiés. En tout cas, on espère, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde a été dramatique pour eux, éliminés au premier tour. Qu'est-ce qu'on devrait dire du Portugal alors? C'était la surprise générale, on s'en souvient. Allez, dans le groupe E, à présent, l'Angleterre est très bien partie. 3 victoires en 3 matchs. Hier soir, la sélection aux 3 Lions a mis le temps, mais contre l'Estonie a fini quand même par s'imposer. Ça fait donc 9 points pour les Anglais grâce à un but de Wayne Rooney. On écoute tout de suite le sélectionneur qui s'exprime sur son attaquant. Wayne est très dur avec lui-même. Il est bien sûr heureux d'avoir marqué. Je ne pense pas qu'il se sente mal. Je pense qu'il est heureux d'avoir marqué le but qui nous a fait gagner le match. Mais il est conscient que lui et ses coéquipiers peuvent faire beaucoup mieux. Donc c'est un verre à la fois à moitié plein et à moitié vide. Le fossé entre les championnats et les sélections nationales se creuse. La Première Ligue et la Liga abritent les équipes et les joueurs les plus prestigieux du monde. Et pourtant, les équipes nationales anglaises et espagnoles ont été éliminées de la Coupe du Monde dès le premier tour. Un paradoxe qui s'explique car les championnats emploient très peu de joueurs locaux. En Angleterre, le scandale gronde. Les explications de Lise Barenbaum, on en parle tout de suite après avec vous, Michel Benguigui. Avec plaisir. Alors que les matchs amicaux préliminaires à l'Euro 2016 battent leur plein, le football anglais est en pleine crise. Le 22 septembre dernier, une association de professionnels du ballon rond a officiellement réclamé l'instauration de quotas pro-anglais en Première Ligue. Les contestataires dénoncent le déclin de la sélection nationale et l'absence d'opportunités pour les jeunes Anglais formés en Angleterre. Les nombreux joueurs étrangers qui peuplent le championnat anglais tueraient les chances des footballeurs maison et cette situation aurait des conséquences désastreuses sur le niveau de l'équipe nationale anglaise. Sur la saison 2013-2014, seuls 34% des joueurs de Première Ligue étaient anglais. Résultat, la sélection des 3 Lions a disparu du mondial au premier tour à cause d'une équipe hétérogène composée de stars en fin de course comme Gerrard et Lampard, associés à des jeunes encore inexpérimentés comme Sterling et Shaw. Les intermédiaires, comme Rooney ou Sturridge, n'ont pas réussi à équilibrer l'ensemble. Pour Philippe Piat, président de FIFPro, les championnats qui ne font pas la part belle aux joueurs locaux en pâtissent forcément lors des grands événements mondiaux. Les pays qui ont trop importé de joueurs n'ont pas de résultats probants. Les joueurs nationaux n'ayant pas de place pour jouer, l'équipe nationale est forcément affaiblie. Même constat en Italie. La squadra Azzurra a aussi été sortie dès le premier tour, alors que la Serie A affichait un ratio de seulement 49% d'Italiens en 2013-2014. Idem pour le Portugal, humilié par l'Allemagne, dont la Liga Sagres ne fait jouer que 48% de sélectionnables. Avec l'arrêt Bosman qui autorise la libre circulation des footballeurs sur le sol européen, la préférence nationale dans les championnats n'est qu'un lointain souvenir. Mais la vraie différence reste la présence de nationaux dans les plus grandes écuries mondiales. Si l'Allemagne a gagné en finale, c'est aussi parce que ses joueurs évoluent au Real, à Dortmund ou au Bayern. L'instauration de quotas de nationaux dans les championnats reste aujourd'hui une douce utopie.
Le libre-échange de joueurs étant une des valeurs fondamentales du foot business de notre époque. Alors Michel Benguigui, ce problème n'est pas nouveau. Il n'y a pas eu de titre en Angleterre depuis la Coupe du Monde en 1966. Est-ce que vous pensez que cette idée de quota va finalement régler le problème ? Bon, d'abord, il faut bien préciser que si l'Angleterre n'a pas eu de titre depuis 2006, c'est avant de parler de quotas et de joueurs étrangers, qui étaient très rares en Angleterre. L'Angleterre a traversé une période très particulière où il n'y avait pas de joueurs de très très haut niveau. Ensuite, on est arrivé avec Lampard, avec Rooney, avec toute cette génération, une excellente équipe, mais qui ne parvenait pas à se qualifier pour une demi-finale, ne serait-ce que pour une demi-finale. Le maximum qu'ils ont pu jouer, c'est un quart de finale. Donc, il est évident qu'il va falloir un jour, on se pose ce problème, des quotas. Ces quotas existent par exemple en Europe de l'Est, mais ils n'existent pas en France, ils n'existent pas en Angleterre, ils n'existent nulle part. Mais c'est dramatique, c'est dramatique. Vous savez combien d'équipes en Angleterre jouent sans un seul Anglais ? Des Anglais qui sont confinés à la 2e, à la 3e, à la 4e division, alors qu'ils s'appellent par des noms invraisemblables. La Première Ligue, c'est devenu autre chose. Donc, ça affaiblit l'équipe nationale. Roy Hodgson, que je connais personnellement, est un type extraordinaire. Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre est un type extraordinaire et sincère. Il a des impulsions. C'est quelqu'un qui peut amener quelque chose au football britannique. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un jour, Roy Hodgson, pendant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde au Brésil, rentre dans un restaurant et il tombe sur Laurent Blanc et sur Nasser El Khelaifi. Laurent Blanc, qui, vous le savez bien sûr, est l'entraîneur du PSG, son président. Évidemment, Roy Hodgson, un vieux routier, ne sait même pas qui c'est le Nasser El Khelaifi. Et il s'adresse à Blanc et il lui dit, et vous allez voir qu'on est dans le même sujet, il lui dit, mais dis-moi Laurent, tes dirigeants ne comprennent rien. Ils ont été prendre ce David Luiz, il paye 60 millions, il fait une faute par match. C'est vrai. Vous imaginez, donc voilà, c'est le lien, c'est toujours ces graves problèmes. On prend un David Luiz qui est un excellent joueur, enfin si excellent, j'espère que vous avez un peu de mémoire. Quand nous avons fait notre émission avec Emmanuel Petit et Sidney Govou s'est un peu moqué de moi quand je lui ai dit que l'équipe de Brésil était un peu faible. Vous vous en souvenez ? La suite, vous la connaissez. Vous aviez raison, Michel Benguigui. Merci en tout cas de votre expertise. Allez, en tout cas, pour le moment, l'Angleterre n'a absolument aucun problème puisqu'ils sont devant avec 9 points. La Slovénie prend la seconde place à la Lituanie grâce à sa victoire 2-0. La Suisse joue contre Saint-Marin. Et puis avant de parler des matchs de ce soir, on va jeter tout de suite un coup d'œil rapide sur le groupe G. L'Autriche domine les débats grâce à une victoire sur le Monténégro. La Russie se fait surprendre à domicile et concède le match nul contre la Moldavie, alors que la Suède, 3e, bat le Liechtenstein, 2-0. Je peux vous interrompre, moi, cher ami. Vous avez entendu les noms comme Liechtenstein, Andorre, Gibraltar. Ben ça, c'est la méthode Platini. Absolument, on va en parler d'ailleurs tout de suite. 54 équipes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ce soir se joue également l'Islande. Sensation de ce début de qualification qui reçoit les Pays-Bas. Pour rappel, les Islandais ont battu la Turquie 3-0 et la Lettonie sur le même score. Et maintenant, ils se verraient bien faire tomber le 3e de la dernière Coupe du Monde. On écoute l'attaquant nordique. Il y a toujours une chance. Nous jouons bien en ce moment avec une très bonne confiance en nous. On a montré lors des 2 derniers matchs que nous sommes capables de vaincre des équipes qui sont au top niveau. Donc si on joue aussi bien que ce que nous avons fait contre la Turquie et la Lettonie, je pense que l'on peut également espérer un bon résultat contre les Pays-Bas. Je pense que c'est d'ailleurs eux qui subissent plus de pression que nous. Vous en pensez quoi, Michel Benguigui ? Je suis époustouflé. Vous vous rendez compte qu'on parle de l'Islande ? L'Islande qui doit avoir 3000 licenciés. Nous avons 2 millions de licenciés, Valérie. Est-ce que vous réalisez qu'ils sont premiers ? La Pologne... Est-ce que c'est pas ça le football comme on l'aime finalement ? C'est le football. C'est ça, c'est les surprises, c'est les émotions, c'est de voir émerger des équipes dont jamais on n'aurait aimé parler finalement. Il y a 2 équipes en ce moment qui, dans les qualifications, se montrent exceptionnelles. C'est la Slovaquie et la Pologne, qui bat l'Allemagne, la Slovaquie qui bat l'Espagne.
Et ben voilà, c'est Donc ça le peut-être football. que si vous étiez encore agent de joueur, peut-être que vous auriez fait votre détection dans des équipes comme celle-ci. Oui, peut-être, oui. Pour vous dire la vérité, j'ai vu que les bons joueurs. Vous voyez? Allez. Et toujours dans le groupe A, la République tchèque va tenter de passer première avec son déplacement au Kazakhstan, alors que la Lettonie et la Turquie doivent se reprendre pour espérer se qualifier. Allez, on va passer tout de suite au groupe B où 2 mondialistes se retrouvent ce soir. La Belgique éliminée en quart de finale se déplace en Bosnie. 2 équipes de talent qui aspirent bien évidemment à se qualifier directement pour l'Euro 2016, qui aura lieu, je vous le rappelle, en France. On écoute tout de suite Marc Wilmots, le sélectionneur belge, qui se méfie quand même de ses adversaires. On l'écoute tout de suite. Mes attentes, c'est de retrouver évidemment une équipe belge qui est aussi conquérante qu'avant. On va jouer avec le fameux bloc collectif pour essayer de donner le moins d'espace possible à l'adversaire et de pouvoir se projeter le plus vite possible vers l'avant en essayant de se créer 3-4 occasions franches, essayer d'être efficace. C'est à la première, tant mieux, à la deuxième, mais le but évidemment de venir chercher 3 points ici. Donc c'est notre objectif chaque fois, mais on sait que ce sera difficile. Il y a un adversaire de qualité, 24e mondial, qui a fait la dernière Coupe du Monde. Et puis évidemment, le groupe B, c'est celui d'Israël, les Bleus et Blancs qui accusent un match en retard puisque la rencontre face à la Belgique a été décalée et donc remportent leur premier match contre Chypre. Ce soir, ils jouent contre Andorre pendant que Chypre se déplace au Pays de Galles. Alors justement, Michel, Israël n'a jamais joué en Euro, mais cette fois-ci, on a l'impression que le groupe semble accessible. Qu'en pensez-vous? Non seulement le groupe est accessible, mais je pense que l'équipe d'Israël, qui est dirigée par Eli Gutmann, que je salue au passage, car c'est un ami très cher, donc a vraiment... Vous semblez très émoussé là de parler d'Israël. Elle vous plaît cette équipe, hein? Ce serait formidable qu'elle soit qualifiée pour l'Euro. Eh bien, moi, je vous dis qu'ils ont toutes les chances de se qualifier. J'espère que je serai aussi bon que je l'ai été avec le Brésil. Bon, alors pourquoi ils peuvent se qualifier cette fois-ci? D'abord, soyons honnêtes, le groupe, la Bosnie, ça nous rappelle des bons souvenirs. Vous vous souvenez qui est l'entraîneur de l'équipe de Bosnie, ma chère Valérie? C'est Safet Suzic, mon ami, un grand joueur. On s'en rappelle, bien sûr, c'est vrai. Avec lequel j'ai parlé il n'y a pas longtemps et qui a très peur d'Israël. Il m'a même demandé d'être près d'eux parce qu'il se faisait beaucoup de soucis. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas à s'en faire. Donc, entre nous, je vous parle très sérieusement, Israël va se qualifier. J'en suis convaincu. Voilà. Bon, bah écoutez, une affaire à suivre. En tout cas, les Israéliens, ce soir, ils vont jouer sur un terrain synthétique parce qu'en Andorre, les pelouses sont de mauvaise qualité. Vous pensez qu'ils vont pouvoir quand même se satisfaire de cette pelouse synthétique? Si vous voulez dire franchement, si Israël ne gagne pas Andorre, je me ferai beaucoup de soucis, là. Sur ce que je viens de dire à l'instant. Non, ils vont faire un bon résultat à Andorre, j'en suis convaincu. Allez, autre rencontre de ce soir, c'est l'Italie qui se déplace à Malte. Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs. La Squadra Azzurra tente de se rénover après l'échec du mondial au Brésil. Et puis pour le moment, ça semble marcher. Dans un groupe facile, les Italiens ont enchaîné 2 victoires en 2 matchs et comptent bien continuer sur leur lancée. On écoute Antonio Conte, le sélectionneur italien. Je pense que nous passons par un moment très particulier et que la seule chose dont on devrait se soucier, c'est de travailler dur. On est comme des cyclistes au début d'une étape, donc on va pédaler tête en bas sans se préoccuper de ce qui se passe autour de nous, sans se soucier des critiques, mais juste se concentrer sur la route qui nous fait face. Michel Benguigui, la Squadra Azzurra va se racheter aussi? Enfin, Valérie, ils vont jouer contre Malte. Ils ne vont pas jouer contre le Brésil ou l'Angleterre. Oui, mais écoutez, les surprises arrivent. Enfin, d'accord, mais pas tout le temps. Enfin, ils jouent chez eux. Finalement, c'est pas mal, ce nouveau format de l'Euro. Oui, on l'a beaucoup critiqué, Michel Platini, mais finalement... Oui, moi je le critique encore, mais je l'aime bien. Je fais beaucoup de bêtises. Franchement, 54 équipes, je ne sais plus combien de qualifiés, des troisièmes qui sont qualifiés avec des barrages. 24 qualifiés, Michel Benguigui. 24 qualifiés, alors que c'était 16 avant. Et on en rajoute 8 par 8. Alors vous savez, évidemment, je sais que c'est votre métier, alors il faut parler de Italie-Malte. Il y a quelques années, je pense qu'on n'aurait pas fait une ligne là-dessus. C'est vrai, vous avez raison. Puis toujours dans le groupe H, la Norvège et la Bulgarie vont se disputer la 3e place alors que la Croatie, seconde, accueille l'Azerbaïdjan.
Et puis vous le savez sans doute, mais à la suite de la demande de report par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en raison de la propagation d'Ebola, eh bien, la Confédération africaine de football a indiqué qu'elle maintenait en l'état les dates de la compétition programmée du 17 janvier au 8 février 2015. 16 nations doivent participer à la CAN. C'est la seconde fois que cette compétition est organisée au Maroc après celle de 1988. Le tirage au sort de la phase finale est prévu le 26 novembre prochain à Rabat, l'une des villes hôtes, avec Tanger, Marrakech et Agadir. Par ailleurs, en décembre, le Maroc doit accueillir aussi le mondial des clubs pour la seconde fois d'affilée et le tirage au sort a lieu ce samedi à Marrakech. La tenue de l'épreuve avec le Real Madrid, champion d'Europe, n'est pas remise en cause. Puis sachez qu'en guise d'apéritif, le match Guinée-Ghana s'est joué hier au Maroc. Match nul, un but partout. Alors Michel Benguigui, très belle compétition cette CAN aussi. Ah oui, très bien. En plus, ça nous amène quelques nouveaux joueurs à chaque fois, des révélations de ce championnat africain. Et voilà, donc et puis avec des confirmations, on a pu voir des Samuel Eto'o, des Didier Drogba. Ça, c'était longtemps quand même. Mais c'est vrai. On ne peut pas oublier tous les grands joueurs, Roger Milla surtout. Merci beaucoup Michel. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le journal du foot en duplex depuis Paris avec Emmanuel Petit. Michel, merci à vous de votre présence sur ce plateau. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.